Donc, pour répondre à ces différentes thématiques, nous allons accueillir au fur et à mesure de notre rencontre différents intervenants. Tout d'abord, en fait, Juliette Raoult-Duval, présidente de l'ICOM France, qui reviendra notamment sur tout ce qu'a fait l'ICOM en tant que finalement réseau professionnel pour accompagner les professionnels du monde muséal dans cette situation si particulière. Ensuite, on donnera la parole plutôt à des praticiens, à des professionnels du monde muséal en institution, à Ali Charbonnier-Youzang du Musée de l'air et de l'espace, qui reviendront sur des initiatives qui ont été portées par leur institution, et puis Rémi Hoche du Musée national de la Marine, qui lui aussi présentera une opération qui sera assez riche d'enseignements. Et enfin, donc on aura aussi la participation d'Eva Maxek, qui elle gère un autre réseau professionnel qui s'appelle l'OCIM, qui donc notamment a mis en place tout un ensemble de ressources pour accompagner les professionnels dans cette situation. Donc deux grandes voies, une voie de professionnels en établissement, une voie en fait d'organismes professionnels qui accompagnent donc les professionnels en institution dans ces changements, deux types de voies qui seront animées de la façon suivante dans cette rencontre. Tout d'abord, nous proposerons à chaque intervenant d'évoquer en quelques mots, 5 minutes pour chacune, donc déjà, comment ils ont abordé cette situation. Ensuite, on aura un ensemble de questions transverses que je pourrai leur adresser. Et puis, Laure Bougon de la DPMA se fera le porte-voix de toutes les questions qui seront réalisées dans le chat et qui seront donc partagées en fin de session avec nos intervenants. On conclura enfin par une restitution graphique qui est portée par Émile Parizel, qui permettra de garder une trace de ces différents échanges. Bonjour à tous. Merci de cette invitation ce matin à ce séminaire dont je vois bien qu'il intéresse énormément de gens, puisque j'ai l'impression qu'il y a déjà 210 personnes qui se sont connectées. Merci de cette très longue introduction, cher Antoine, qui donne finalement pratiquement tous les chiffres clés. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Je vais présenter ce qu'on a fait, nous, à ICOM France pendant cette période, et je serai bien sûr prête à répondre aux questions tout à l'heure. Alors, je rappelle, presque tous le savez sans doute, mais ce qu'est ICOM France, ce n'est pas une institution, c'est une association dont le but est de relier les musées et leur personnel entre eux. ICOM rassemble 5600 membres et est l'un des gros comités nationaux de ICOM International, une organisation non gouvernementale qui a 50 000 membres dans 135 pays. Nous, nos membres français, vous peut-être, vous êtes des institutions muséales ou des adhérents individuels, professionnels de musée, que des professionnels de musée, mais tous les professionnels de musée peuvent être membres d'ICOM France, quelle que soit leur position dans leur établissement et quel que soit le statut de leur musée, d'où cette représentativité qu'on a dans le monde des musées. On est une organisation importante en nombre, vous l'avez vu, et puis l'ICOM à l'international est une organisation extrêmement importante qui existe depuis 73 ans et qui a une envergure très, très exceptionnelle. Alors évidemment, nous, dès le début du confinement, on a pris à bras-le-corps notre rôle de réseau professionnel parce qu'on a perçu tout de suite qu'éloignés de leurs institutions, privés du contact avec les publics, qui sont vraiment aujourd'hui au centre des missions des musées, les professionnels étaient désemparés. D'autant que le premier confinement, on va tous le dire, a frappé sans crier gare, stoppé net, des expositions souvent à peine commencées et des négociations pour d'autres expositions, le tout sans aucune visibilité. Nos musées qui, depuis quelques décennies, sont orientés vers la recherche d'une augmentation de leur fréquentation, vers leur public, et qui pour cela ont pris un rythme de renouvellement rapide, parfois effréné de leurs expositions temporaires, comme un outil d'attractivité de ces publics, ont évidemment été pris de plein fouet par ce stop extrêmement brutal. Et pourtant, presque immédiatement, nous, on a eu des contacts avec les membres de notre réseau. On a perçu, dans les premiers jours, leur volonté de réagir positivement, ce qu'on appelle la résilience, bien sûr, au moins dans deux directions, se rendre visible sur les réseaux sociaux, penser très vite au musée d'après. Se rendre visible sur les réseaux sociaux, tout le monde
a été frappé par l'inventivité déployée par les musées. L'inventivité, on a vu sortir sur les réseaux et sur les sites internet des musées extrêmement de production dont on peut évidemment comprendre qu'elles avaient été engrangées avant. Elles n'ont pas été produites au moment du confinement. Donc ça indique cette inventivité que les musées avaient réellement produite depuis un certain nombre d'années. Quoique l'enquête ICOM, on y reviendra, met en évidence des faiblesses structurelles cruelles, je les cite, à l'égard de l'investissement numérique des musées. Le deuxième point que je dis, c'est se projeter dans l'après. Un musée, on l'a senti très vite, en lisant la presse, en parlant avec nos membres, des institutions soucieuses, beaucoup plus soucieuses de durabilité. L'idée de respecter l'environnement est tout de suite apparue, donc le fréquent renouvellement des expositions s'arrêtait, et tout de suite il en est sorti quelque chose qu'on a trouvé positif. Certains ont dit ou écrit le musée d'après sera moins productiviste, et certains ont même dit enfin. Et à l'ICOM, on a senti ça tout de suite. Très, très vite aussi, on a senti que les professionnels se sentaient, avaient la certitude d'être soutenus par la puissance publique et que ça a été stimulant. Cela a créé un vrai clivage, il faut le dire, entre pays où la culture est un bien public et ceux où les ressources privées sont déterminantes, comme le modèle américain. Peut-être on en reparlera tout à l'heure, mais vous avez peut-être lu récemment, j'en dis un mot dans la presse, que les musées américains ont perdu 30 milliards de dollars de recettes, le Met a congédié 20% de ses employés, le musée des Beaux-Arts de Boston, pour donner des exemples, la moitié de son personnel. Donc on a une situation en France qui a été une situation qui a été bien différente en France et en Europe, dans bien d'autres endroits du monde. On en reparlera sûrement tout à l'heure. J'en viens juste à ICOM France. On s'est positionné, comme on a la doctrine depuis quelques années, comme une organisation au service de ses membres. L'équipe d'ICOM, en télétravail comme tout le monde, a mobilisé tous ses moyens de communication pour explorer des outils techniques qui étaient alors émergents, Zoom, des plateformes comme celle-là. Finalement, au mois de mars, on ne les avait pas du tout expérimentées les uns et les autres. Et on a tout de suite tous appris à s'en servir, et on s'en est servi, nous, pour structurer une mise en relation des professionnels entre eux. On a procédé en fait en 2 temps. Dans un premier temps, on a initié un système d'information mutuelle et d'échange d'expériences et de bonnes pratiques. On s'est ouvert au témoignage des collègues en valorisant sur notre site internet les expériences des collègues des musées, et surtout on s'est organisé au sein du bureau de l'ICOM pour relayer tous les jours sur nos réseaux sociaux un maximum d'informations que nous allions chercher sur les réseaux sociaux de nos membres. Donc, on a écrit à nos membres dans une lettre d'information, en s'adressant à eux directement, en leur disant: n'oubliez pas de nous taguer dans vos informations sur vos réseaux sociaux, de façon à ce que nous soyons votre relais systématique sur les réseaux sociaux. Ça a assez bien marché. Dans le même temps, on sentait que nos membres avaient besoin de rester en contact avec leur organisation qui structure. On n'abandonne pas la réflexion sur le moyen et sur le long terme. Donc, on a continué à jouer notre rôle d'association qui produit des contenus pour les membres. On a utilisé tous nos rayons. On a organisé une veille presse qu'on a diffusée à notre conseil d'administration, qu'on a diffusée sur notre site internet. On a continué à travailler sur nos sujets de fond. On a publié au mois de mai, on a publié les actes d'un colloque qu'on avait organisé le 10 mars sur la définition du musée, sujet crucial en ce moment à l'intérieur de l'ICOM à l'international. On reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure. On a été en vigilance active sur toutes les informations officielles qu'on recevait, qu'elles viennent du ministère français de la Culture ou qu'elles viennent de l'ICOM à l'international, et on a relayé les recommandations, les directives, les enquêtes. Donc on a joué ce double rôle de se mettre au service de nos membres et de se mettre et de continuer notre action d'information des membres. Et puis au début du mois de mai,
il nous est apparu que les signaux qu'on donnait à nos membres, étant donné les retours qu'on avait, venaient réellement rompre leur isolement professionnel sur leur lieu de confinement, davantage probablement que le télétravail. La détresse de certains nous mettait en quelque sorte en demeure d'amplifier, d'accélérer notre activité de réseau. Et c'est comme ça qu'un jour, en réunion de bureau d'ICOM France, on a décidé de lancer un cycle de rencontres entre membres sur une plateforme numérique. Le premier qu'on a fait, le 14 mai, a entraîné des centaines de tentatives de connexion. On n'était pas très expérimentés, on avait un système qui ne permettait pas d'avoir plus de 100 personnes connectées. On était écrasés d'appels téléphoniques de gens qui voulaient nous rejoindre. Et on s'est dit en raccrochant, d'abord on va faire ce que vous faites aujourd'hui. Tout ça semble banal aujourd'hui, mais il faut savoir se souvenir que ça ne l'était pas au mois de mai. On s'est dit on enregistre tout ça, ensuite on le met sur notre chaîne YouTube. Et puis on a lancé tout de suite un cycle, et c'est de ça que je vais dire 2 mots maintenant, avant de… j'ai déjà débordé mon temps, je le pardonne. Tout de suite, on a décidé qu'on allait mettre un cycle de rendez-vous à échéance régulière, à heure régulière, des horaires qu'on a choisis pour que les gens en télétravail puissent facilement y accéder, et on l'a conçu non pas comme une information qu'ICOM donnait à ses membres, mais un lieu des membres d'ICOM pour qu'ils se rencontrent entre eux. Très vite, on a créé ce cycle. Beaucoup d'autres organisations ont monté également des webinaires et des formats sur ces plateformes numériques naturellement. Nous, je crois que le succès, on a eu 1200 connexions tout et 2000 reconnexions sur notre chaîne YouTube, donc c'est un succès. On peut dire qu'on a accompagné vraiment nos membres, et j'attribue, et c'est là-dessus que je vais peut-être m'arrêter, on en reparlera tout à l'heure dans le débat, j'attribue le succès de cette mise en relation des membres entre eux finalement à 3 facteurs qui nous ont peut-être caractérisés, qu'on a choisis en tout cas comme tels. Le premier, ça a été notre angle de vue. Le deuxième, la manière dont on a utilisé les plateformes existantes. Et le troisième, je crois, un mode d'animation. J'en dis un mot, je reviendrai tout à l'heure. Le mode de vue, l'angle de vue, ça a été pour nous de nous tout de suite nous projeter dans l'avenir. On était en mai et on sentait que nos membres avaient envie qu'on parle de quand on réouvrirait. Donc le cycle, on l'a appelé réouverture, où en êtes-vous? Et on a inventé sur le vif une dizaine de thématiques qui allaient se dérouler pendant tout l'été, y compris en plein mois d'août, même si certains nous disaient ça ne sert à rien au mois d'août. Au contraire, on a dit qu'on allait le faire en plein mois d'août, et on a fait un cycle avec, en parlant du numérique, en parlant du télétravail, en parlant des précaires, en parlant à chaque fois des sujets forts et des sujets clés des scolaires, comment on s'organisait, comment on allait s'organiser. Donc notre angle, ça a été de parler tout de suite de l'après. Notre utilisation de la plateforme, ça a été de faire une plateforme qu'on a appelée participative. Vous voyez beaucoup de webinaires où on avait des intervenants très qualifiés, très experts qui venaient s'adresser au public, et on a fait un choix un petit peu inverse. Après, chaque séminaire durait 1h30. On lançait avec 3-4 exposés très experts, et ensuite la parole était vraiment aux membres, et aux membres, quel que soit le niveau qu'ils occupent dans leur hiérarchie, quel que soit leur positionnement, quel que soit, tout le monde avait le droit à une parole à niveau égal. Et ça, je pense que le fait qu'on ait laissé tous les gens, tous les professionnels des musées, quelle que soit leur position, s'exprimer a été quelque chose de très propice et de très fructueux. Et le troisième élément, que je crois important à dire, j'appelle ça dans mon langage à moi, dans ma synthèse à moi de tout ça, ce que j'ai appelé un mode d'animation bienveillant, c'est-à-dire qu'on est vraiment, on a ouvert vraiment aux participants qu'on ne connaissait pas forcément, on leur a ouvert la parole, on les a regardés sur les fameuses mosaïques à l'écran, il n'y avait pas de fond d'écran, c'était pas travaillé comme ça, on regardait les gens. Et quand je voyais des gens qui avaient l'air attentifs, qui haussaient les sourcils, qui avaient l'air un petit peu réactifs à quelque chose qui se disait, je me suis autorisée à les interpeller directement
en leur disant, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Et en fait, j'ai trouvé que ça marchait très bien. Et donc, je pense que ce qu'on a fait, ça a été vraiment créer une sorte de café virtuel, une sorte de lieu virtuel où nos membres se sont rencontrés, se sont exprimés et ont vraiment échangé les petites et les grandes expériences de cette période tellement invraisemblable qu'ils étaient tous en train de vivre. Voilà, je voulais dire ça dans une introduction en disant qu'on relance ce cycle, mais j'en parlerai peut-être tout à l'heure, on va le relancer à partir du 15 décembre, ça tombe très bien, c'est le jour de la réouverture des musées, c'est le hasard naturellement. Voilà, c'était ça mon intervention de démarrage. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Juliette. Donc, effectivement, beaucoup d'actions de soutien et d'accompagnement, d'animation que vous réalisez. On restituera, en fait, on mettra en avant les différents liens avec les différents éducatifs pour que vous puissiez, les uns et les autres, pouvoir les retrouver. Je vous propose maintenant d'écouter Alice et You qui vont évoquer donc, plus spécifiquement ce qu'il s'est passé en interne au musée de l'Art et de l'Espace pour notamment, face à cette situation, réagir. Bonjour à tous, merci de me donner la parole et merci donc à notre tutelle pour cette belle initiative. L'idée pour nous, voilà, on va lancer la vidéo en premier et puis je vais ensuite enchaîner sur la vidéo. Voilà, donc avec cette petite vidéo très artisanale, dont nous assumons le côté très artisanal, c'est comme ça qu'on a lancé en fait notre dynamique, nous, au Musée de l'Air et de l'Espace. Je ne vais pas vous faire un petit rappel sur ce qu'est le Musée de l'Air et de l'Espace, toutes les informations sont en ligne. On est situé au Bourget, on est une équipe d'une centaine de personnes. Donc pour nous, le confinement est arrivé de manière assez soudaine, un peu comme pour tout le monde. Et la raison pour laquelle on intervient, et moi, en parallèle, c'est qu'on travaille de manière très transversale, évidemment, donc entre la direction de la communication et du numérique et le département du développement des publics et marketing. Et donc, sur cette vidéo, où donc j'ai fait le mannequin main, comme vous pouvez le voir, filmé par U, sur la table de notre bureau. Voilà, on a simplement décidé, quand on a appris que le musée allait fermer donc le 17 mars 2020. Donc le 16, on a fait cette petite vidéo et puis on est allé sur la terrasse à côté de notre bureau pour lancer notre avion. Tout ça a été le début d'un hashtag qui s'appelle Challenge Air Espace, qui est le hashtag sur lequel on a surfé en fait pendant le confinement. Donc U détaillera tout ça juste après ma prise de parole. Ce qui est intéressant au Musée de l'Air et de l'Espace, en fait, pour nous, et la raison pour laquelle on a souhaité participer, ce qu'on a souhaité partager avec la communauté sur notre expérience, c'est que ce hashtag, en fait, il a permis une cohésion en interne, puisqu'en fait, on a créé un groupe Skype transversal entre le département de développement des publics et marketing et la direction de la communication. Donc, sur ce groupe Skype, on a partagé des contenus à titre personnel, donc des recommandations cinéma, des recommandations lecture. Et puis, ces recommandations à titre personnel sont venues nourrir le challenge Air Espace, le hashtag vendredi lecture. Tous les samedis soirs sur Instagram, il y avait des recommandations de films. Et donc, l'anecdotique est venue nourrir notre communication en ligne, notre communauté. U en parlera, mais on a déjà une communauté qui était assez identifiée, donc qui est celle des Avegeeks, puisque notre musée a une thématique particulière. On est un musée, on a cette dimension patrimoniale, historique bien sûr, mais on a aussi la dimension aéronautique et spatiale, qui est particulière et qui fédère une communauté complémentaire de passionnés qui nous soutiennent. Et donc, on a pu nourrir et faire du lien, en fait, entre notre spécialité thématique et aussi notre identité muséale et patrimoniale.
Je vais m'arrêter là sur ces éléments clés. Je vais laisser la parole à U, donc qui va pouvoir détailler sur la manière dont en fait l'anecdote et l'informel est venu nourrir notre action en ligne pendant le premier confinement. Bon, bonjour à tous et à toutes. Donc, juste une petite entrée en matière un peu sympathique, voilà, pour un jeudi matin, pour vous montrer, en fait, tout à l'heure, la vidéo de tuto vidéo. C'était une vidéo réalisée en interne, pour laquelle on a mobilisé, on a intéressé beaucoup de monde, c'est-à-dire on a partagé un lien avec une quarantaine de tutos de modèles de pliage d'avion avec notre équipe. Beaucoup de monde y a participé, donc ils ont fait des avions à papier sur la table de cuisine, sur leur canapé, et ils se sont filmés, suite à laquelle on a pu monter cette petite vidéo sympathique pour aussi inviter à notre communauté en ligne de participer à ce concours virtuel de pliage d'avion, et suite à laquelle on a officialisé un partenariat avec Paris Mom, par exemple, sous forme d'une newsletter où les familles sont invitées à y participer avec leurs enfants, donc pendant le premier confinement, pour voilà, les occuper, déjà occuper les enfants de bas âge, mais aussi pour dire que voilà, vous pouvez au moment de déconfinement lancer votre avion en papier au milieu de l'air et de l'espace. Donc, juste rapidement pour parler de notre campagne Challenge Air Espace. Donc, comme disait Alice, pour nous, c'est une sorte d'intuition, en fait, qui nous a mené à nous positionner dès le lundi 16 mars 2020, en créant ce hashtag unique, hashtag Challenge Air Espace, dès le premier jour du confinement. Et à partir de là, on a publié à peu près un quiz ou en tout cas un contenu interactif tous les jours de semaine, plus des tutoriels qui n'existaient pas, en fait, qu'on a créés ensemble, que ce soit des tutos de pliage d'avion ou des tutos de Lego pour par exemple, créer votre propre musée de l'espace à la maison. Donc, tous ces tutoriels ludiques le week-end, ou encore des recommandations de cinéma tous les samedis soirs. Et bien sûr, tout en valorisant des ressources en ligne existantes, telles que des expositions virtuelles qu'on a l'habitude, comment dire, qu'on voit aussi pour nous aider le faire. Donc pendant 2 mois, en fait, on a créé à peu près plus de 500 tweets, c'est-à-dire on a choisi le forme de quiz en fait sur Twitter pour plus d'interaction et pour plus de comment dire, interaction en direct surtout. Parce que typiquement, on lance le quiz tous les matins à 9 heures, donc c'est un rendez-vous journalier. Et on poste à peu près une question donc par heure. Donc on lance la question et après il y a beaucoup de réponses et on essaie d'interagir avec tous les internautes qui répondent à notre quiz. Et toutes les heures, on lance une nouvelle question. Donc en fin de journée, ça fait pas mal de modération. Et sur Facebook, on publie aussi donc le quiz à peu près au milieu de la journée. Donc là, on voit des profils d'internautes un peu différents, comment ils réagissent en fait aux différents types de contenus sur différentes plateformes. Et donc, ça fait aussi plus de 500 stories Instagram sur 2 mois, parce que sur Instagram, en fait, on a une toute petite communauté, donc qu'on a trouvé, donc on pense qui est un peu plus jeune et qui a la manière de consommer en fait ce type de contenu interactif un peu différemment. Donc tous nos stories Instagram ont notamment beaucoup marché pendant tous les samedis quand on demande en fait une recommandation cinéma à notre communauté en ligne. Donc c'est aussi là où on a vu que toutes nos collègues de différents départements, notamment ceux de chez Alice, en fait, qui ont beaucoup contribué avec des idées de films qu'il recommande à voir depuis son canapé un samedi soir.
Donc tout ce contenu, on a un peu continué au-delà du confinement, du premier confinement, parce que en fait, les gens cherchent des idées, que ce soit pour occuper les enfants ou juste pour s'amuser. En fait, ils ont trouvé que pendant 2 mois, on a proposé du contenu un peu ludique qui correspond à peu près à toutes les tranches d'âge. Donc ça a pu marcher pendant 2 mois et on est ravis que ça puisse rester dans l'esprit et que ce contenu soit exploité aussi au-delà de cette période. En ce qui concerne donc la mobilisation des équipes en interne, au-delà de l'interaction des tutos vidéo, donc on a aussi beaucoup travaillé avec notre équipe d'action publique, d'action pédagogique et culturelle pour retravailler les ressources pédagogiques en fait pour les présenter d'une manière ludique, c'est-à-dire on a l'habitude de travailler avec des groupes scolaires instituts au musée quand le musée pendant l'ouverture du musée. Sous forme d'ateliers pédagogiques et tout, mais comment on peut les transposer en ligne, notamment pendant une période où les parents ont déjà beaucoup de mal en fait à faire des cours en ligne avec les enfants, et comment on peut trouver une manière un peu plus ludique pour leur dire ben voilà, maintenant c'est la période de on peut faire la récré à la maison, donc travailler peut-être plus sur un modèle d'avion à faire en papier, ou participer à un quiz, ou peut-être un jeu de 7 erreurs. Donc tout ça, ça fait partie des ressources pédagogiques qui existent déjà, qu'on a dû un peu retravailler pour que ça soit proposé d'une manière lisible et interactive en ligne. Et parmi les ressources pédagogiques, en fait, on a exploité aussi des formats un peu plus difficilement transposables. Par exemple, on avait l'habitude de faire des ateliers pédagogiques pour des codes MOX. Donc les codes MOX, en fait, une fois vous avez le tableau, c'est vite déchiffré. Mais on a quand même réussi à faire un peu de challenge en fait pour que ça soit un peu plus interactif et que les gens se mettent un peu en compétition pour être le premier à déchiffrer un message codé. Au-delà de ça, il y a aussi, on a fait un concours poème en ligne. C'est un concours de poèmes acoustiques, donc dédié à Ariane. Avec ce concours, on a été très émus parce que on disait que c'est juste quelque chose de marrant, les gens ils vont dire n'importe quoi, mais parmi les poèmes qui nous ont été envoyés, il y a par exemple des gens qui rendent hommage aux soignants, donc pendant pendant la première période de confinement. Donc ça c'est assez exceptionnel. Donc on a vite vu en fait au-delà de cet aspect un peu anecdotique ou voilà marrant qu'on a voulu comment dire valoriser donc dans un premier temps, donc suite à cette intuition de vouloir nous mobiliser en interne, et on a vu que finalement le public est là et ils nous attendaient tous les matins à 9h pour un nouveau challenge RSS. Et on a, au-delà de notre donc du département d'Alice, donc le département du développement du public et de marketing, aussi la direction de communication numérique, on a réussi à mobiliser aussi d'autres collègues en fait dont le travail n'est pas forcément visible. Donc ils travaillent pendant la première période de confinement, donc beaucoup travaillaient à la maison, donc en télétravail, et on a du mal à faire parler leur métier. Donc, on a trouvé quelques projets clés à mettre en avant, donc des projets qui sont un peu plus en coulisses, notamment avec la mise en ligne de la médiathèque. En fait, nos collègues du centre de recommandation ont beaucoup travaillé pendant quelques années sur ce projet, mais on cherchait un peu le moment idéal en fait pour le lancer et pour le partager avec la communauté, avec que ce soit les journalistes, chercheurs comme première cible, mais aussi les utilisateurs au sens large. Donc, on s'est dit, pendant le confinement, les gens cherchaient peut-être un peu plus de ressources pour bien sûr faire des recherches pour leur travail, pour leur travail professionnel, mais aussi peut-être juste ils vont s'amuser à chercher des photos liées aux premiers envols, liées au temps de ballon. Donc, on a trouvé ce moment idéal pour lancer la e-médiathèque, et ça a été un succès immédiat parce que on a quand même un fonds assez exceptionnel de photos d'archives, donc de fonds documentaires qu'on a du mal à valoriser, si ce n'est que des publications réseaux sociaux de temps en temps. Donc là, ça fait vraiment une belle mise en lumière de ce travail de longue haleine, de ce travail de documentation, d'indexation
de nos collègues du centre de documentation. Donc, en plus de ce travail avec la mise en ligne de la médiathèque, on a travaillé aussi, mais d'une manière très efficace avec nos collègues de conservation, donc de la direction de recherche et de la direction des collections et de recherche et scientifiques, pour travailler sur deux newsletters, donc une newsletter Art Tips et une newsletter Science Tips, pour pouvoir intéresser un public différent, c'est-à-dire le musée de l'espace, on est aperçu comme un musée technique ou un musée d'histoire. Mais en fait, dans notre collection, on a aussi une collection importante de beaux-arts, d'objets d'art, d'art graphique. Donc, grâce à cette newsletter d'un ton très ludique, qu'on a pu intéresser un public beaux-arts, donc abonné aux articles, mais aussi le public qui sont plus science-phile, donc avec la newsletter Science Tips pour parler des ballons. Donc là, pareil, nos collègues de la conservation qui ont l'habitude de travailler plutôt sur du temps long, sur des expositions ou sur des recherches, ils ont été ravis en fait de pouvoir mettre à profit leur expertise pour trouver des angles d'attaque un peu différents pour présenter nos collections exceptionnelles. Donc je vais arrêter rapidement pour parler du au-delà, c'est-à-dire le challenge Airespace a pris fin avec le confinement, mais dès l'annonce du déconfinement, on a commencé à travailler sur une nouvelle campagne, donc avec le hashtag Destination Air Espace, qui est plus sur l'affectif, c'est-à-dire on a demandé à notre personnel, à nos collaborateurs, qu'est-ce qui leur manque au musée. Donc, par exemple, Alice y a participé, donc notre directrice, notre professeur Rollet. Donc, chacun a une histoire un peu personnelle à partager. Donc, qu'est-ce qui leur manque au musée pendant ces 2 mois. Et ça devient aussi une invitation au public un public fidèle, mais aussi un public en fait novice qui vient de nous découvrir sur nos réseaux sociaux, de leur donner envie de venir découvrir ou redécouvrir le musée. Et cette campagne Destination Air Espace a été, on a repris le même slogan, la même campagne avec le slogan Plus d'air, plus d'espace dans une campagne d'affichage dans le métro parisien juste après le déconfinement qui a eu du succès. Voilà, je pense que maintenant on est au confinement acte 2. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses avec le premier confinement et on a encore beaucoup à apprendre, notamment par rapport à d'autres publics. Donc, comme disait Alice, un petit topo très très rapide, hein, mais je pense qu'on a de la chance au musée de l'espace, c'est qu'on a un public fidèle, proactif, qui sont vraiment des relais d'opinion importants, qui s'appellent AvGeek ou les Space Geeks. Ce sont des passionnés qui travaillent ou pas dans le secteur et qui nous soutiennent pendant cette période difficile. C'est-à-dire malheureusement, comme on sait tous, en fait, la période, le secteur aéronautique et spatial traverse quand même une crise importante. Et pendant la période de confinement, pas mal de monde était un peu au chômage technique. Donc, mais ils ont eu le plaisir en fait de relayer et de participer à ce moment un peu convivial sur Internet. Et on les remercie vraiment pour leur soutien, qui sont aussi les premiers à se retourner au musée dès le déconfinement. Donc voilà, juste un tour d'horizon rapide sur ce qu'on a fait pendant le premier confinement et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler plus dans nos échanges tout à l'heure. Tout à fait. Ben, écoutez, merci beaucoup, You et Alice, pour ce témoignage. Donc, de nouveaux contenus, de nouvelles relations avec les publics qui ont permis notamment aussi de travailler plus en transversalité et éventuellement en collaboration avec des partenaires externes. C'est un peu ce qu'on peut constater par rapport à ce que vous avez pu évoquer. Ce que je propose, c'est de laisser la parole désormais à Rémi Hoche, donc responsable de la communication de l'Univers national de la Marine, qui va revenir sur une autre opération qui s'appelle Rester à bord, la mer s'invite chez vous, et qui en tirera tout un ensemble de conséquences sur la façon de travailler, notamment au sein de son service, mais aussi avec le reste des équipes du musée. Merci Antoine, bonjour à tous. Je suis ravi de partager ce retour d'expérience avec vous. Et puis merci à la tutelle pour cette belle initiative effectivement qui permet d'échanger. Alors effectivement, avant de commencer, je vais dire juste 2 mots sur le contexte particulier du Musée national de la Marine. Vous le savez, on est en pleine transformation, aussi bien dans sa chair au niveau du bâtiment à Paris, puisque on est en train de faire une grande rénovation du musée qui ouvrira ses portes
en 2022, mais aussi à l'intérieur de son organisation, puisque en fait il y a des nouvelles équipes qui arrivent, des nouveaux départements qui se construisent. Donc en fait tout ça effectivement dans l'organisation, dans nos modes de fonctionnement, ont permis peut-être de mettre en place des choses plus rapidement avec ce confinement. Alors effectivement, on a un musée fermé à Paris, mais nous sommes un musée en réseau et nous avons évidemment plusieurs musées sur le littoral, à Brest, à Port-Louis, à côté de Lorient, 2 musées à Rochefort et un musée à Toulon. Donc, on est aussi dans une problématique d'institutions multisites. Effectivement, sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'il faut également prendre en compte. Alors, quand le confinement est arrivé, comme tout le monde, il a fallu réagir vite. On s'y attendait pas un petit peu, mais pas entièrement. Il fallait réagir vite, mais avec peu ou pas de moyens, avec aussi des moyens techniques empêchés, puisqu'on pouvait pas sortir, faire des tournages, mettre en place des dispositifs lourds. C'était assez compliqué dans cette période. Mais on avait une grande richesse et beaucoup de ressources, notamment en termes de collection, en termes de contenu multimédia qui existait. Et puis surtout, on avait une très belle ressource humaine et beaucoup d'engagement de la part de nos équipes. Et c'est ce qui a permis de mettre en place ce programme qu'on a appelé « Restez à bord, la mer s'invite chez vous » et qu'on a pensé en fait comme une programmation, une grille de programmation télé ou radio avec des rendez-vous quotidiens tous les jours, qui est, pour résumer un peu l'opération, une opération avec des contenus éditorialisés sur nos réseaux sociaux, des contenus qui existaient parfois, qui ont été réadaptés souvent et qui ont été entièrement créés avec nos équipes. Et ça, c'était vraiment le point fort de notre opération, sans quoi on n'aurait pas pu la mener de cette façon-là et surtout, on n'aurait peut-être pas pu amener une telle richesse. Évidemment, tout ça autour des cultures maritimes et d'idées inspirantes autour de nos marines. On a eu plusieurs phases dans le confinement, déconfinement. Donc, quand on s'est posé pour réfléchir à ce qu'on allait faire, on s'est dit qu'il faut anticiper tout le contenu à produire pour pouvoir créer cette grille de programmation dont je vais vous parler juste après. Et puis, du coup, ensuite, on a été jusqu'au 8 juin, qui a été, nous, la date de réouverture. Ensuite, on a eu cette phase de déconfinement, maintenant une phase de reconfinement, et je vous expliquerai un petit peu comment ces différentes phases ont permis, nous, de nous structurer en interne et de peut-être mettre en place des nouveaux modes d'organisation avec quelques mots-clés que je vous dirai à la fin de ma présentation. Alors voilà notre programmation en 2 mots. Je vais pas tout détailler, mais je vais vous dire des petites choses qu'on a mis en place qui effectivement parfois ont des liens avec ce qu'a mis en place le musée de l'air et de l'espace. Ce que je veux dire, c'est que c'est des choses, comme j'ai dit tout à l'heure, une programmation qu'on ne pouvait pas, on pouvait pas développer des moyens techniques démentiels et même en termes de moyens, même moyens financiers. Et donc avec beaucoup de créativité et beaucoup d'implication, en fait, on peut mettre en place des actions, comme on l'a vu aussi avec le musée de l'air et de l'espace, qui engagent énormément nos publics. Et ça, c'est ce qu'on avait envie. On avait envie qu'ils soient avec nous, qu'ils nous suivent, étant donné qu'ils étaient confinés. C'est pour ça qu'on a pris le parti aussi de faire une programmation régulière du matin au soir, tous les jours, vous voyez, de 10h à 18h. On avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contenus minimum par jour pendant la semaine et une programmation complètement spéciale le week-end qu'on appelait les escales du week-end, plutôt ludique, plutôt récréatif et ce programme du week-end a entièrement été créé par les agents du musée. Je vais vous expliquer un petit peu comment. Alors, juste pour revenir sur le programme de la semaine, vous voyez, par exemple, on a mis en place le matin l'objet mystère qui peut ressembler un petit peu à un quiz. On a travaillé en lien très étroit avec tous nos musées des ports, puisqu'en fait, chaque jour pour cet objet mystère correspondait à un de nos sites. Donc, le lundi, c'était Paris, le mardi, c'était Brest, le mercredi, c'était un objet de la collection de Port-Louis et ainsi de suite, Toulon et Rochefort. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'on a eu un taux d'engagement très fort de la part de nos publics par rapport à cet objet mystère, puisque c'est un objet de nos collections qui permet de mettre évidemment en valeur un de nos objets, d'expliquer ensuite dans la réponse qu'on donnait à 12h. Donc, on postait l'objet mystère à 10h, on faisait une réponse à 12h en expliquant. Ça, c'est quelque chose qu'on postait à la fois sur Facebook et bien sûr sur Twitter et puis sur Instagram, puisqu'on faisait à chaque fois une story assez sympa. Évidemment, Instagram touche principalement on va dire un peu plus de jeunes, et nous, ça nous a aussi permis d'élargir ce public
par rapport à cet objet mystère. Et puis à 14h, on avait, j'allais dire, une programmation un peu plus pointue et ce qui a été le plus compliqué à mettre en place, c'est-à-dire qu'on a fait un programme à la carte tous les jours à 14h, toujours thématisé. L'idée phare de notre programme, c'est d'éditorialiser nos contenus. Ça, c'était très important. Des contenus, encore une fois, je le répète, très souvent créés par nos agents. Alors, dans ce programme à la carte, par exemple, le lundi, on avait une série, une web série qu'on a appelée le Traversée en solidaire, qui mettait le focus sur des gens de mer qui ont l'habitude de vivre dans l'isolement. Par exemple, le gardien de phare ou par exemple le navigateur qui fait une course en solitaire. C'est des films qu'on avait déjà, mais qu'on a complètement réadapté, qu'on a justement reconstruit en web série. On a retravaillé le montage, c'est grâce à notre chef du service audiovisuel. Et ça, c'est un gros travail parce qu'on en produisait un tous les jours. Donc, vous pouvez le voir, c'est en ligne sur nos réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Et c'est passionnant. Pourquoi, évidemment, se focus sur les gens de mer qui vivent un peu cette sorte d'isolement de par leur métier, parce qu'évidemment, ça faisait un lien avec le confinement, avec ce qu'on était en train de vivre tout le monde. Le mardi, on a mis en place ce qu'on appelait vidéo coulisses. Là, c'était plutôt du contenu existant qu'on a juste éditorialisé, qu'on n'a pas trop retouché, mais qu'on a qu'on a réfléchi à une sorte de logique dans l'ordre de diffusion. Le mercredi, le jour des enfants, on avait plutôt un programme animé autour du transport, autour du transport et du commerce maritime de l'Antiquité à nos jours. Donc c'est un petit programme qui existait déjà. Donc ça, c'est vrai que le musée avait déjà des belles ressources multimédia qui n'étaient sûrement pas assez valorisées. Et c'est vrai qu'encore une fois, et vous l'avez dit en introduction, ce confinement a aussi permis de revaloriser des contenus qu'on avait peut-être oubliés et que finalement peu de gens avaient eu accès jusqu'alors. Le jeudi, alors pareil, c'est un programme qu'on a complètement réadapté, reconstruit, qui était aussi un gros travail de montage, qui s'appelait Prenons le large. Et là, c'était sur une histoire de la navigation et des grands navigateurs, qui partaient des premières pirogues aux Portugais, en passant par la conquête des Vikings. Enfin, c'est une série passionnante qu'on a totalement retravaillée. Et le vendredi, on finissait la semaine avec des interviews de personnalités des gens de mer autour de certaines thématiques qu'on a choisies. Ça pouvait aller de Catherine Chabot même à des gens moins spécialistes de la mer, mais qui ont parlé, par exemple, de la pêche responsable, ce genre de choses. Et puis on finissait la journée avec les conseils de la mer, des podcasts, des ressources en ligne qui n'étaient pas du tout produits par nous, mais vers lesquels on redirigeait des recommandations, toujours en lien avec la mer. Et puis au fil de l'eau, c'était un petit créneau qu'on se laissait pour être très réactif, si jamais on avait une actualité à passer, à parler, avec nos communautés. Et alors je vais faire un petit focus sur nos samedis, qu'on appelait les escales du week-end. Là, alors c'est passionnant la façon dont ça s'est passé. En fait, les équipes se sont un peu retrouvées. Et alors, quand je dis les équipes, c'est pas que l'équipe com et mécénat avec laquelle je travaille d'une manière hyper énergique et où on a beaucoup d'idées, 100 000 idées à la minute, mais c'est avec l'ensemble, vraiment quasiment l'ensemble du musée. On a travaillé avec le département des collections, le service ressources, le service de la conservation, avec évidemment le service de la médiation, avec notre équipe projet muséographique qui travaille sur cette grande rénovation du palais de notre musée à Chaillot, et avec notre bibliothécaire. Voilà. En fait, ils ont fait une sorte de groupe de travail ensemble et ils ont identifié des thématiques pour le week-end. J'ai oublié aussi, évidemment, notre département du marketing qui était aussi très, très présent. J'en parle parce que justement, ça a inauguré la première vidéo. Et donc, ils ont fait un groupe de travail pour déterminer des thématiques, toujours en lien avec la marine. Alors, par exemple, la thématique sous-marin, la thématique bataille navale, la thématique sirène. Et chacun dans leur domaine ont pu proposer des contenus qui allaient alimenter comme ça tout le week-end, qui sont plutôt là de l'ordre du récréatif, de la recommandation et du loisir. Donc, par exemple, à 10h, on avait une activité ludique avec des petits défis. Par exemple, à l'abordage, la première slide que je vous avais montrée, je vais juste repasser là. Par exemple, voilà, là, vous voyez, on avait fait le premier défi, c'est transforme ton canapé en bateau. Et donc, on expliquait dans cette petite vidéo hyper sympa, donc qui est fait par notre chef du département marketing avec le fameux
Marius le capitaine, comment on pouvait transformer son intérieur en bateau, en univers marin. Mais on a aussi travaillé, par exemple, il y a aussi une vidéo très ludique sur le biscuit de mer, comment, voilà, on a vraiment fait un tuto biscuit de mer, et évidemment, on explique un peu l'histoire du biscuit de mer par rapport à l'histoire maritime. Donc ça, c'était le matin, des petites choses sympas pour occuper aussi le week-end, pour donner des idées d'activités qu'on pouvait faire chez soi. Ensuite, on avait une recommandation et une belle sélection bibliographique et autour des livres autour des livres autour de la mer, mais aussi des jeux vidéo, voilà, qui pouvaient toucher un public un peu plus jeune, toujours en lien avec cette thématique. Par exemple, c'était la thématique de la sirène, des jeux vidéo qui intègrent des sirènes ou bataille navale, c'était un peu plus facile pour les jeux vidéo. C'était ça, notre bibliothécaire qui mettait ça en place. L'écume des notes. Ça, c'est très sympa. C'est une playlist musicale que mon chargé de communication, qui est très dans la musique, en fait, a proposé toute une playlist autour d'univers maritime et toujours en lien avec ces thématiques, soit des batailles navales, soit d'autres choses. Des sous-marins, par exemple. La première, c'était sur les sous-marins, avec des sons, plutôt dans le confinement, dans une sorte de cocon comme ça, un peu particulier. Et puis, on finissait cette journée avec les recommandations du cinéma, plutôt fait par notre équipe muséo et ressources, et avec ma chargée du mécénat. Alors là, c'est sympa, on a fait un petit clin d'œil au musée de l'art et de l'espace, parce qu'en fait, on a créé une pour chaque thématique, on crée une bande-annonce en origami, donc avec, pour rappeler le pliage de l'avion, en lien avec la thématique. Vous pouvez les voir sur notre page YouTube, c'est hyper sympa, et on faisait des recommandations cinéma. Voilà, ça c'était un peu le programme qu'on a mis en place pendant vraiment le temps du confinement. Ensuite, quand ça s'est déconfiné, on a réadapté notre programme, toujours en travaillant en lien étroit avec une partie de nos équipes, mais évidemment les équipes ont retravaillé de façon peut-être plus intensive sur des dossiers qui étaient un petit peu laissés de côté pendant le confinement. Donc, on a dû évidemment alléger une part de notre programmation, et on a reproposé des nouvelles thématiques. Par exemple, les coulisses de l'histoire. On a beaucoup travaillé avec nos musées des ports pour ça. Voilà, c'est des choses qu'on a réadaptées. Alors, juste rapidement, pour vous montrer, alors là, vous voyez sur nos visuels des petites choses dont je vous ai parlé. Les gens de mer, là, notre web série sur les gens dans les phares, par exemple, les gardiens de phare. Là, il y a un petit origami de sous-marin. Sur notre Instagram, on a fait notre story, notre quiz, en fait, sur les objets mystères. Et puis là aussi, on voit une petite vidéo ludique. On a aussi fait des tutos. On a fait beaucoup de tutos. J'ai oublié d'en parler. C'était toujours dans nos escales du week-end. Mais par exemple, on a fait un tuto pour faire son masque, un tuto pour faire pas mal de choses. Nos réseaux de diffusion sont donc principalement Facebook. On a une communauté très active, très engagée, mais après il y a les chiffres clés, donc qui a pas mal augmenté aussi. Instagram, ça nous a vraiment permis aussi de toucher un public un peu plus jeune, une cible un peu élargie. Twitter, c'est vraiment du très grand public. On a une grosse communauté sur Twitter parce qu'on a un peu plus de 20 000 followers. LinkedIn, c'était des posts plutôt professionnels, juste pour parler du programme en tant que tel. Et puis évidemment notre YouTube et le Facebook Watch, où c'était plutôt nous sur Facebook que nos vidéos ont le plus fonctionné. Et notre site internet et notre blog de la rénovation ont surtout servi pour agréger tous ces contenus que vous pouvez d'ailleurs retrouver maintenant. Alors les chiffres clés rapidement. Donc nous on a produit pendant cette première période de confinement, jusqu'au mois de mai, qu'on avait évidemment à chaque fois anticipé. Enfin, on a créé une grille, on remplissait les tableaux, on voyait avec qui on pouvait travailler en interne pour faire telle ou telle chose. On a créé à peu près 600 publications sur l'ensemble de cette période. Vous voyez, en termes de fréquentation, je vous disais sur Facebook, on a fait plus 277% d'abonnés sur l'ensemble de nos 6 pages. Je disais dans mon introduction qu'on est une institution multisite. Chaque site, nos musées à Port-Louis, Rochefort, Toulon, ont une page Facebook, plus notre page, on va dire, nationale. Et on travaille évidemment en lien étroit avec les personnes qui gèrent les pages en local, puisqu'il faut toujours qu'on ait
un lien fort avec le local et une spécificité locale. Et ça, il n'y a que les gens qui sont là-bas qui peuvent agir, interagir et être très réactifs par rapport à l'actualité locale. Mais on travaille en lien avec des actualités nationales qui sont diffusées sur l'ensemble de nos 6 pages. Et le programme que je vous ai juste montré avant était diffusé sur l'ensemble de nos pages. On a fait plus 82% d'abonnés sur Instagram, voilà, plus 300 abonnés sur Twitter en 2 mois, et sur nos vidéos, plus 130% du nombre de vues, et puis 108% de durée de visionnage, ce qui est assez intéressant. Et alors, ce qui est aussi, vous voyez, c'est des choses qu'on a mis en place, alors qui demandent une grosse organisation, enfin pas une grosse organisation, mais une grosse implication des équipes, ça c'est sûr, mais quand on a, avec cette forme d'éditorialisation, ça nous a permis aussi de pouvoir communiquer à la presse pour montrer tout ce qu'on faisait, pour pouvoir avoir ce lien très fort avec le public, parce que nous, c'est aussi pour ça qu'on fait ça, et pour valoriser ces cultures maritimes. Et en fait, on a eu un super retour presse, on a eu un grand article dans le Figaro, le journal du dimanche, au niveau local aussi, puisque c'est hyper important pour nous, le Télégramme, Ouest France, Sud-Ouest, voilà, on parlait de ce programme. Alors, la question qu'on se pose ce matin, effectivement, est-ce que ça a été pour nous une opportunité d'innover dans nos modes de fonctionnement? Alors moi, je vais dire clairement oui. On a, comme je l'ai dit en début, c'est vrai il y a beaucoup de nouvelles personnes qui arrivent et du coup, comment dire, excusez-moi, il y a des gens qui passent dans le bureau du coup qui m'interpellent. Oui, donc ça a permis de remettre le collaboratif au centre du jeu. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent qui n'ont pas forcément des anciennes méthodes de travail et donc du coup, ça a été un petit peu plus facile pour nous de travailler en cohésion sur ce programme-là. Mais par contre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le service communication et mécénat a dû vraiment avoir un rôle moteur dans la motivation et la valorisation de toutes les expertises de nos équipes, qu'elles soient scientifiques. Évidemment, on travaille avec nos conservateurs, avec nos chargés de collection, avec nos chargés de recherche, mais aussi avec nos équipes un peu plus éloignées qui ne sont pas forcément scientifiques. Alors, on a l'expertise évidemment de la médiation, mais on a pu valoriser du contenu créé par exemple par des équipes techniques, des équipes de la DSI. Voilà, donc on a vraiment essayé un maximum de pouvoir comment dire, motiver et valoriser toute la créativité qu'on a au musée et qui est fantastique. Ensuite, par contre, effectivement, au niveau de mon service, avec toutes mes équipes qui sont formidables, on a dû évidemment aussi anticiper bien le besoin pour répondre à cette grille, par exemple, et éditorialiser tous les contenus qu'on nous proposait. Parce qu'il ne suffit pas juste de poster les choses comme ça et de les mettre sans réflexion. Voilà, il faut que ça réponde aussi à la mission du musée, qu'on sente que ça puisse concerner les publics, que ça puisse les engager. Donc voilà, donc on a sélectionné. Et là où c'est intéressant, c'est que, Antoine l'a un tout petit peu dit tout à l'heure, on a créé une newsletter interne au musée qui était publiée toutes les semaines pour garder ce lien. Comme je vous l'ai dit, nous, on a des équipes partout sur le territoire et donc et là, en plus, on était tous de toute façon confinés chez nous. Donc, c'est vrai que c'était une volonté très forte de la direction de garder ce lien en interne. Et moi, j'ai proposé de créer une newsletter collaborative, c'est-à-dire que c'était vraiment j'ai proposé à tous les agents du musée, pas mes équipes, une grille sur laquelle ils pourraient proposer du contenu, alors que ce soit des articles un peu plus scientifiques, en lien avec nos collections, mais même au-delà, des choses peut-être des connaissances qu'ils avaient sur certains thèmes. Voilà, par exemple, on a eu un super article autour des champs de marins de la part de notre chargé de l'informatique. C'était formidable. On a eu des choses qu'on a réadaptées, des contenus qu'on a réutilisés ensuite sur nos réseaux sociaux autour de ce qu'on appelait les coulisses de l'histoire. Là, vous avez une petite, je sais pas si vous voyez, mais vous avez un petit chat là, c'est Audrey l'assistante de l'administratrice de Port-Louis qui a rédigé un petit article sur les chats en mer. C'est fantastique. On a aussi proposé un défi un peu à la façon du Getty Challenge. Vous voyez le petit visuel là sur le côté. Donc ça, il y a un tableau de nos collections. Et puis de l'autre côté, on a incité les agents à faire la même chose et on les a proposés en ligne. Donc en fait, sur cette newsletter, on a pu mutualiser certains contenus pour pouvoir l'éditorialiser sur nos réseaux sociaux. Et ça, c'était assez génial parce que c'est du gagnant-gagnant. Ça valorise à la fois les connaissances, ça valorise nos agents, et puis ça permet aussi d'avoir du contenu. Donc ça, c'est hyper important, c'est les vases communicants. Et je finis juste sur la suite.
Donc après le confinement, qu'est-ce que je retiens? En fait, je retiens qu'on a été en fait, que ce contexte est de plus en plus quand on va arriver, et puis même c'était un peu le cas, mais qui est plutôt dans les entreprises et les startups, mais il faut agir de plus en plus en mode agile dès qu'on le peut. Pas forcément avec des gros moyens, pas forcément avec des moyens techniques ou financiers énormes, mais vous voyez, c'est-à-dire qu'avec pas mal de créativité, on peut mettre en place des actions qui sont très impactantes pour nos publics et très engageantes, c'est-à-dire qu'avec un taux d'engagement assez fort. Ça nous a par exemple permis de mettre un élan en place, de mettre vraiment une nouvelle dynamique au sein du musée. Je vous avoue qu'elle a été aussi favorisée, parce que moi je suis en charge de la com interne au musée, ça a été favorisé par le fait que au musée on est très attentif à cette ambiance et à la bienveillance et à une façon de travailler collaborative au musée. Donc pour moi les deux mots-clés c'est agilité et collaboratif. Et donc, par exemple, ça a permis pendant faire des opérations croisées, par exemple avec le département marketing et public. Juste après le confinement, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on va faire? On sait qu'il y aura, ça va être peut-être un peu compliqué de se déplacer pendant les vacances. On n'aura pas le tourisme international. Enfin, il y aura pas mal de choses. Et en fait, on a décidé de lancer une web-série qui s'appelle Un été en mer avec un YouTuber qui s'appelle Evan de Bretagne. Qui a vraiment qui a pas mal d'abonnés et qui lui se balade à travers, alors plutôt la Bretagne au départ, et on lui a demandé si ça lui disait de visiter nos sites et de faire une web-série autour de nos 5 sites, pas que la Bretagne, on a été aussi en Méditerranée et en Atlantique, pour justement un peu donner envie à tous nos publics, qu'ils habitent Marseille, Toulon, Brest, même au Massif central, soit d'avoir envie pendant les vacances de venir dans nos sites et de le faire découvrir d'une façon ludique et décalée, soit juste de voyager à travers son écran et à travers la découverte de nos sites. Donc voilà, donc ça on a pu le mettre en place, ça n'était pas du tout prévu, on a été hyper réactifs là-dessus, ça s'est presque fait du jour au lendemain. Et on a pu avoir aussi, on a eu de la chance d'avoir Evan de Bretagne qui a fait un très très bon travail de cohésion et l'investissement de nos musées des ports qui ont accueilli et on a travaillé des thématiques. Puis il y avait 2 épisodes par musée. Un épisode qui montrait d'abord, on va dire, l'histoire de notre site, par exemple la citadelle à Port-Louis, le château à Brest, l'arsenal à Rochefort. Et puis un deuxième épisode où on a fait un focus sur nos collections. Par exemple, à Port-Louis, on a le sauvetage en mer. À Rochefort, c'est la construction navale. À Brest, c'était les sous-marins. Voilà. Donc, on a vraiment co-construit ensemble les choses. Et ça a permis aussi de mettre ce programme en place pour l'été et qui a remplacé, pour être honnête, des campagnes qu'on avait imaginées un peu plus classiques, avec éventuellement soit de l'affichage, soit des affiches, qu'on a fait uniquement en ligne. Voilà, on a réaffecté aussi on s'est complètement réadapté. Un immense merci Rémi pour ce témoignage qui est extrêmement riche et qui permet de montrer à quel point en fait cette situation a permis une certaine créativité, une collaboration entre les équipes et puis de révéler des talents en fait. Donc au-delà de l'aspect dramatique de la crise, c'est aussi un beau message assez optimiste en fait sur la façon de mieux travailler ensemble. Ce que je vous propose, donc, pour ce qui est de la vidéo d'Evan de Bretagne, on la publiera bien sûr dans le compte rendu. Hein. Ouais, prendre un peu d'air salin, ça va faire du bien. Vous pourrez la consulter, ainsi que tout un ensemble de process. Ce que je propose, c'est de laisser la parole à Evan Moxeg de l'OCIM, qui représente un réseau de professionnels qui dépasse aussi le monde muséal. J'ai vu dans notre chat, en fait, il y a aussi ces questions, comme quoi on avait fait beaucoup les musées en fait, de nos interventions. Bien sûr, l'idée, c'est bien de traiter des différents lieux patrimoniaux, quels qu'ils soient. Donc, Eva va nous parler en fait de toutes les actions qui ont été mises en place par l'OCIM. Ce que je vous propose, si possible, Eva, de tenir bien les 5 minutes, je suis désolé. Et vraiment, en fait, on posera une question à nos intervenants pour essayer de garder le rythme et donc pouvoir avancer sur la fin de cette rencontre. Voilà. Donc, merci. Merci beaucoup Antoine, merci pour l'invitation. Et effectivement, je vais essayer de respecter ces fameuses 5 minutes. Donc, je représente l'OCIM, Office des coopérations d'information muséale. C'est un service public au service des musées et des réseaux professionnels dans les champs des patrimoines, de la culture scientifique, technique et industrielle. C'est une équipe
Et excuse-moi, Antoine, je vois pas mon PowerPoint. Oui, merci beaucoup de pouvoir l'échanger, peut-être parce que je ne le vois pas bien. Alors, en dépend, on a une double tutelle. On a ministère, d'un côté, il y a le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, et en même temps, l'Université de Bourgogne. Donc, on a cette vocation d'être service national, mais on est logé à l'Université de Bourgogne, donc à Dijon. Et nous menons les actions donc à travers 4 secteurs opérationnels. Et peut-être je souhaiterais tout de suite attirer votre attention sur 3 axes qui nous animent, qui font partie de notre ADN. Et pendant le confinement et au-delà, on a essayé de s'appuyer là-dessus. Donc, il s'agit du premier axe qui concerne vraiment privilégier pour nous les liens avec les terrains et la recherche. En veillant vraiment à renforcer les dialogues interinstitutionnels, interprofessionnels, intermétiers, et je dirais aussi interstatutaires. Deuxième axe, c'est créer des espaces, créer ou co-créer finalement les espaces d'échange, des pratiques, mais aussi de la réflexivité, pour pouvoir mieux travailler dans le champ et dans les activités que nous menons, mais aussi avec des acteurs. Et troisième axe, c'est observer à la fois les familles d'acteurs, mais aussi des pratiques professionnelles et leur mutation. Alors, pendant le confinement, nous avons initié les différentes actions, donc je vais vous relayer rapidement. Et la première, c'est donc un focus veille de la COVID-19, veille, c'est un outil permanent de l'OSIM et il nous sert pour identifier, organiser et les structurer les actualités de notre champ, donc de la muséologie scientifique, plus généralement exposition, médiation. C'est une vingtaine de thématiques qui est disponible sur notre site internet. Alors, créer ces focus veille, pour nous semblait vraiment une première réaction qui était nécessaire pour relayer des informations dans cette situation inédite. Et nous l'avons organisé de 2 façons. D'une certaine façon, un petit peu comme tout à l'heure Juliette, elle a parlé finalement, identifier les initiatives des acteurs à l'attention du public, et on a bien vu qu'elle était très foisonnante, et de l'autre côté, initier les actions à l'attention du public professionnel pour qui nous travaillons, pour identifier quel type d'actions sont proposées par différentes têtes des réseaux à l'attention du public professionnel pour répondre aussi à cet isolement professionnel qui peut être imposé et parfois pas facile à vivre. Dans cette perspective, ce que nous avons cherché, c'est documenter, donc comme à travers aussi la veille, mais documenter et garder la trace tangible de cette période quand même assez inédite, à la fois qui questionnait nos façons de faire, nos façons de travailler, vivre avec des collègues, vivre aussi avec des professionnels, et d'un coup, on se sentait complètement en synergie avec nos acteurs parce que de même, nos actions, elles pouvaient pas avoir le lieu sur les terrains. Donc, je pense que aussi il y avait cette même synergie concernant de pas pouvoir d'être d'un côté frustré, mais de l'autre côté, comment se réinventer. C'est pour ça, pour privilégier cet axe de réflexivité et pour partager la parole des professionnels, nous avons sollicité les acteurs avec qui nous travaillons, notre réseau humain d'acteurs, en proposant de contribuer à la chronique journalière. Parole, oui, mais parole écrite parce que l'écrit, il nous semblait, permettait aussi passer par cette étape de réflexivité, de questionnement et poser quelque chose sur le papier. C'est pas toujours la même chose, ou peut-être c'est parfois peut être plus construit, voilà, par écrit. C'est pour ça, pour nous, ce qui était intéressant, c'est identifier et partager par écrit les différents points de vue, les analyses des acteurs, les analyses des têtes des réseaux, les analyses des acteurs aussi bien publics mais privés, les prestataires avec parfois aussi avec qui on travaille et qui travaillent aussi avec nous. Ce qui était important, c'est de savoir quels sont les ressentis,
comment ils s'organisent. Et là, il y avait différents réseaux aussi qu'on a contactés au niveau européen, mais aussi francophones pour savoir comment ça se passe exactement pour eux. Et donc, cette chronique journalière qui souhaitait à la fois distancier et témoigner des instantanés des acteurs, en fait, elle a pu être ouverte dès le 29 mars et au départ, c'était peut-être un texte par jour et très progressivement, c'est devenu beaucoup plus. Alors, effectivement, qu'est-ce qu'on aurait trouvé là-dessus? Les publics, bien sûr, les publics étaient au centre des réflexions. Il s'agissait à la fois de ces publics qui ne peuvent plus venir dans l'espace muséal, mais aussi les publics virtuels pour lesquels les institutions déployées, voilà, pendant les confinements, une offre très importante. Mais tous ces écrits ont témoigné aussi des questionnements qui soulevaient les chercheurs et les professionnels sur la place et les rôles des institutions muséales. En fait, ces rôles aussi concernaient pas seulement en termes de l'institution qui fait vivre une expérience professionnelle pour les visiteurs, mais qui fait aussi, qui est engagé dans la société et pour la société. Et dans ce sens, par exemple, voilà, cette thématique aussi d'inclusion sur laquelle je reviendrai un peu plus tard. Donc, l'objectif, c'était de relayer la parole, mais bien sûr, elle était précédée avec des échanges, parfois à l'oral ou par écrit, avec différentes personnes que nous avons sollicitées. Une autre façon, relayer la parole, mais cette fois-ci, la parole incarnée avec la voix et avec les discours qui portaient les professionnels, c'était via podcast. Effectivement, c'était peut-être un petit peu les coïncidences. Nos premiers podcasts ont été initiés au mois de février, mais le fait qu'il y avait la situation du confinement, finalement, les professionnels ont pu s'en approprier de façon beaucoup plus importante. Nous avons initié une plateforme à la fois des ressources et des podcasts autour d'une thématique qui nous est chère, l'inclusion, et sur laquelle on travaille depuis 2 et 3 ans, depuis presque 2 ans. Sur ces termes aussi, inclusion. Alors pour nous, c'est vrai qu'au moment où il y avait les confinements et le télétravail qui s'est imposé, on s'est posé la question, est-ce qu'on va pas organiser quelque chose avec la voix, avec l'audio, qui pourra, de façon peut-être encore plus prégnante, démontrer ce qu'ils vivent les professionnels et les chercheurs. Mais donc, on remettait un petit peu en cause existence peut-être ou continuation de ce podcast, mais finalement, à la suite des réflexions, on s'est dit, finalement, ces témoignages que nous proposons, elles font encore beaucoup plus d'écho à la situation que nous vivons. Parce que les professionnels, ils témoignaient également les savoirs, pas seulement en connaissance, mais des savoirs vivants, proposer une approche vraiment incarnée des métiers. Ils exprimaient à la fois leurs convictions, mais aussi des doutes, des valeurs qui les animent dans le travail qu'ils mènent. Et juste pour conclure, mais c'est en termes d'ouverture, tu as, Antoine, cité beaucoup d'enquêtes, et comme il a fait enquête, effectivement, nous, dans cette période du post-confinement, on était aussi sollicités en partenariat avec les régions de Bourgogne. On a élaboré, sur le territoire de cette région, une nouvelle enquête que nous sommes en cours d'analyse sur la question de la médiation en temps de crise. Et comme toutes les interventions qui m'ont précédé, effectivement, ça témoigne à la fois de cette dimension où il y avait des choses qui nous sont arrivées très subitement, mais comme toute période de crise, il y a aussi la question des résiliences aussi, comme disait tout à l'heure Juliette, de prendre ça des côtés positifs et vraiment y laisser la place pour comment se réinventer et comment créer ensemble en fait. Merci beaucoup Eva, et vraiment désolé voilà, d'avoir un peu réduit l'intervention. On l'a évoqué avant cette rencontre, ce qu'a préparé l'OCIM, tout comme ce qu'a évoqué l'ICOM durant toutes ces phases. Ce sont des ressources complètement, vraiment passionnantes que l'on vous remettra dans le compte-rendu, ainsi qu'on valorisera aussi l'ensemble des initiatives qui ont été portées par le Musée de l'Art et de l'Espace et le Musée national de la Marine. Ce que je vous propose, parce que le temps file malheureusement,
c'est peut-être de donner la parole à Laure Bougon, donc de la DPMA, qui va évoquer notamment une question qui a été partagée dans le chat et qu'on va poser à notre panel d'intervenants et d'intervenantes. Et puis ensuite, on clôturera sur une restitution graphique de cette